En septembre 2008, 3 bûcherons de la région de Château-Chinon, en Bourgogne, découvrent un coffre en métal enterré sous un chêne centenaire de la forêt du Morvan. À l'intérieur, ils trouvent 5 uniformes d'éclaireurs parfaitement conservés, une carte topographique annotée et une lettre manuscrite qui commence par ces mots terrifiants. « Si vous lisez ceci, c'est que nous sommes morts. Nous avons découvert quelque chose que nous n'aurions jamais dû voir. Cette découverte macabre résoudra enfin le mystère qui hante cette région rurale depuis 11 ans. » En 1997, 5 jeunes éclaireurs âgés de 14 à 16 ans, accompagnés de leur instructeur Jan Kergoat, 19 ans, avaient disparu sans laisser de traces lors d'un camp d'été de routine. Pendant plus d'une décennie, leurs familles ont vécu dans l'incertitude la plus absolue, oscillant entre l'espoir et le désespoir. Mais ce que révèle cette lettre posthume dépasse tout ce que les enquêteurs avaient pu imaginer, car derrière cette tragédie se cache un secret enfoui depuis la Seconde Guerre mondiale, un trésor mortel que certains étaient prêts à tuer pour protéger. Comment 6 jeunes gens innocents sont-ils devenus les victimes d'une histoire qui les dépassait complètement? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Pour comprendre cette tragédie, il faut d'abord connaître la région du Morvan, cette partie sauvage de la Bourgogne où les événements se sont déroulés. Située dans le département de la Nièvre, à environ 60 km au sud-est de Nevers, cette zone forestière de 1000 km² est restée largement préservée du développement moderne. Ses collines boisées, ses vallées profondes et ses nombreux étangs en font un terrain idéal pour les activités de plein air, mais aussi un labyrinthe naturel où il est facile de se perdre. Château-Chinon, chef-lieu d'arrondissement de 4000 habitants, est niché au cœur de cette région. En 1997, la ville conservait encore son caractère rural et traditionnel. La plupart des habitants travaillaient dans l'agriculture, l'exploitation forestière ou les petites industries locales. C'était une communauté soudée où tout le monde se connaissait, où les nouvelles circulaient rapidement et où la disparition de 6 personnes ne pouvait passer inaperçue. Le groupe d'éclaireurs de Château-Chinon existait depuis les années 60. Fondé par l'abbé Marcel Fontaine, il avait pour mission d'initier les jeunes de la région aux activités de plein air et aux valeurs du scoutisme. En 1997, le groupe comptait une vingtaine de membres réguliers, âgés de 12 à 18 ans, issus principalement des familles ouvrières et agricoles de la région. Jan Kergoat, l'instructeur responsable du camp fatal, était originaire de Quimper, en Bretagne. Étudiant en 2e année de sylviculture à l'École nationale des eaux et forêts de Nancy, il était venu passer l'été dans le Morvan pour effectuer un stage pratique en gestion forestière. Passionné de nature depuis l'enfance, il avait été éclaireur pendant 6 ans dans sa région natale et possédait une solide expérience de l'encadrement de jeunes. Grand, mince, avec des cheveux blonds bouclés et des yeux verts perçants, Yann dégageait une autorité naturelle malgré son jeune âge. Les éclaireurs de Château-Chinon l'avaient immédiatement adopté quand il avait proposé ses services bénévoles au groupe local en juin 1997. Sa connaissance approfondie de la forêt, acquise grâce à ses études, impressionnait même les anciens de la région. Les 5 éclaireurs qui l'accompagnaient ce week-end de septembre représentait l'élite du groupe local. Mathieu Grandin, 16 ans, fils du pharmacien de Château-Chinon, était le plus expérimenté. Éclaireur depuis l'âge de 8 ans, il rêvait de devenir garde forestier et considérait Yann comme un modèle. Sérieux et méthodique, il était souvent choisi pour seconder les instructeurs lors des activités. Julien Marteau, 15 ans, venait d'une famille d'agriculteurs installés dans la région depuis plusieurs générations. Robuste et endurant,
Il excellait dans les épreuves physiques et connaissait parfaitement les chemins forestiers pour avoir aidé son père à ramasser du bois de chauffage depuis son enfance. Son caractère jovial et son humour constant en faisaient le boute-en-train du groupe. Antoine Girard, 15 ans également, était le fils de l'instituteur du village voisin de La Roche-Millet. Passionné d'histoire et de lecture, il était celui qui connaissait le mieux les légendes locales et l'histoire de la résistance dans le Morvan. Son grand-père maternel avait d'ailleurs été résistant et lui racontait souvent des anecdotes sur cette période. Lucas Bertin, 14 ans, le plus jeune du groupe, était le fils unique d'une famille modeste. Son père travaillait comme mécanicien au garage Peugeot de Château-Chinon et sa mère était caissière au supermarché local. Discret et observateur, Lucas compensait son manque d'expérience par une grande attention aux détails et une mémoire remarquable. Enfin, Maxime Durand, 16 ans, était le fils du maire adjoint de Château-Chinon. Sportif accompli, il pratiquait le rugby au club de Nevers et était considéré comme l'un des espoirs de l'équipe junior. Son leadership naturel et sa popularité auprès des autres jeunes en faisaient souvent le porte-parole informel du groupe. Ces 6 garçons partageaient une passion commune pour la nature et l'aventure. Ils avaient déjà participé ensemble à plusieurs camps d'été et sorties d'un jour, développant une complicité et une confiance mutuelle qui rassuraient leurs parents. Aucun d'entre eux n'avait jamais causé de problème particulier, et leurs familles respectives les considéraient comme responsables et dignes de confiance. Le Morvan avait une histoire particulière pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette région isolée et difficile d'accès était devenue un bastion de la résistance française. De nombreux maquis s'y étaient établis, utilisant les grottes naturelles et les cabanes de bûcherons comme refuge. Les résistants y cachaient des armes, des munitions et des documents, souvent dans des caches secrètes disséminées dans la forêt. Après la guerre, beaucoup de ces caches n'avaient jamais été récupérées. Leurs emplacements étaient parfois oubliés quand leur créateur mourait sans avoir pu transmettre l'information. Au fil des décennies, des promeneurs occasionnels tombaient parfois sur des vestiges de cette époque. Douilles rouillées, fragments d'équipements militaires, voire armes encore utilisables. Ces découvertes étaient généralement signalées aux autorités qui se chargeaient de l'évacuation sécurisée. En 1997, 52 ans après la fin de la guerre, la plupart des témoins directs de cette époque avaient disparu. Seuls quelques anciens, désormais octogénaires, conservaient encore des souvenirs précis de l'emplacement de certaines caches. Mais même eux hésitaient souvent à en parler, car la tradition du silence, nécessaire pendant la guerre, était restée ancrée dans les mentalités. Le camp d'automne était prévu du vendredi 13 au dimanche 15 septembre 1997. Il s'agissait d'une sortie de routine que le groupe organisait chaque année à la même période pour profiter des couleurs automnales et préparer les plus jeunes aux conditions plus difficiles de l'hiver. Le programme était simple. Installation du campement le vendredi après-midi, randonnée d'orientation le samedi, puis activités diverses le dimanche matin, avant le retour prévu en début d'après-midi. Le lieu choisi était familier. Une clairière située à environ 8 km au nord-est de Château-Chinon, accessible par un sentier forestier bien balisé. Cette zone, connue localement sous le nom de clairière des Trois Chênes, en raison de 3 chênes centenaires qui la bordaient, était utilisée régulièrement par le groupe depuis des années. Un point d'eau potable situé à 200 mètres permettait de s'approvisionner facilement et la configuration des lieux offrait une protection naturelle contre les vents dominants. Le vendredi 13 septembre, le temps était clément avec un ciel partiellement nuageux et une température de 18 degrés. Le rendez-vous avait été fixé à 14 heures devant la mairie de Château-Chinon. Les parents accompagnèrent leurs fils avec les sacs de couchage, les provisions et le matériel collectif. L'ambiance était détendue et joyeuse, comme toujours, avant ces sorties que les jeunes attendaient avec impatience. Yann Kergoat arriva avec quelques minutes de retard au volant de sa Renault Clio bleue, s'excusant auprès des familles rassemblées. Il avait passé la matinée à finaliser les derniers préparatifs et à vérifier la météo qui annonçait un week-end stable sans risque de précipitations importantes.
Après avoir salué chaque parent et effectué un rapide contrôle du matériel, il donna le signal du départ à 14h20. Le groupe prit la direction de la forêt à pied, suivant l'itinéraire habituel par la route départementale sur 2 kilomètres, puis empruntant le sentier forestier du bois de Cervon. Cette première partie du trajet était connue de tous les participants, et plusieurs parents les accompagnèrent en voiture jusqu'à l'entrée du sentier pour les saluer une dernière fois. Madame Grandin, la mère de Mathieu, fut la dernière à les voir. Elle raconta plus tard aux enquêteurs qu'elle était restée quelques minutes à discuter avec Yann de l'emploi du temps prévu. L'instructeur lui avait paru parfaitement serein et organisé, consultant régulièrement sa carte topographique et expliquant aux garçons les particularités du terrain qu'ils allaient traverser. Le groupe s'était éloigné vers 15 heures en chantant, comme il était de tradition lors des départs en randonnée. Le trajet jusqu'à la clairière des Trois Chênes prenait habituellement entre 2 heures et 2h30, selon le rythme adopté et les pauses effectuées. Yann avait prévu d'arriver sur les lieux vers 17h30, ce qui laissait suffisamment de temps pour installer le camp avant la tombée de la nuit. Le programme du samedi était centré sur une grande randonnée d'orientation. Yann avait préparé un parcours de 12 kilomètres avec plusieurs points de passage obligatoires, destinés à tester les compétences des éclaireurs en lecture de cartes et en utilisation de la boussole. Le circuit, en forme de boucle, devait les mener à travers les parties les plus sauvages de la forêt, loin des sentiers habituels, fréquentés par les promeneurs occasionnels. Cette activité était particulièrement appréciée des jeunes, car elle leur donnait l'impression d'être de véritables explorateurs. Yann avait l'habitude de cacher de petits trésors au point de passage. Objets usuels, bonbons ou petits souvenirs que les participants devaient récupérer pour prouver qu'ils étaient bien passés à l'endroit indiqué. C'était un système ludique qui maintenant la motivation tout au long du parcours. Le dimanche matin était traditionnellement consacré aux activités plus calmes, observation de la nature, reconnaissance des essences d'arbres, techniques de construction d'abris de fortune. Ces moments permettaient de transmettre les connaissances forestières tout en préparant le rangement du matériel avant le retour. Tout était donc prévu selon un schéma éprouvé, sans innovation particulière, susceptible de créer des risques supplémentaires. Yann Kergoat avait même pris la précaution d'informer le maire de Château-Chinon de leur présence dans la forêt, comme l'exigeait le règlement municipal pour les groupes de plus de 5 personnes. Le vendredi soir, tout se déroula apparemment normalement. Plusieurs témoins rapportèrent avoir aperçu la lueur d'un feu de camp dans la direction de la clairière des Trois Chênes vers 21h. Cette observation était cohérente avec les habitudes du groupe qui organisait toujours une veillée autour du feu le premier soir, l'occasion pour Yann de rappeler les règles de sécurité et de présenter le programme du lendemain. Le samedi matin, vers 8h, un garde forestier en tournée dans le secteur croisa un groupe de randonneurs correspondant à la description des éclaireurs sur un sentier situé à environ 3 kilomètres au nord de leur campement. Il échangea quelques mots avec ce qu'il pensa être Yann Kergoat, un jeune homme blond qui consultait une carte en compagnie de 5 adolescents. Le groupe semblait en bonne forme et bien organisé. Cette rencontre, qui dura moins de 5 minutes, constituerait le dernier témoignage fiable sur leur présence. C'est le dimanche soir que l'alerte fut donnée. Vers 18h, les parents commencèrent à s'inquiéter de ne pas voir revenir leur fils. Le retour était prévu pour 15h au plus tard, et même en cas de retard, Yann Kergoat avait l'habitude de prévenir par téléphone depuis le café de Château-Chinon, où il s'arrêtait systématiquement avant de raccompagner les jeunes. Monsieur Durand, le père de Maxime et maire adjoint de la commune, prit l'initiative d'organiser une première reconnaissance. Accompagné de 3 autres parents, il se rendit en voiture jusqu'à l'entrée du sentier forestier, puis gagna la clairière des Trois Chênes à pied. Ils y arrivèrent vers 20h, profitant des dernières lueurs du jour. Ce qu'ils découvrirent les laissa perplexes. Le campement était encore en place, mais bizarrement organisé. Les tentes étaient montées et semblaient avoir été utilisées, mais certains objets personnels traînaient au sol, comme si le rangement avait été interrompu brutalement.
Le feu était éteint et froid, probablement depuis plusieurs heures. Plus troublante encore, la voiture de Jan Kergoat n'était pas à l'endroit habituel où les instructeurs la garaient lors des camps. Les parents appelèrent à plusieurs reprises, leur voix résonnant dans la forêt silencieuse. Seul l'écho leur répondit. Ils fouillèrent les environs immédiats, espérant trouver un mot d'explication ou un indice sur la direction prise par le groupe. Mais l'obscurité grandissante et leur connaissance limitée du terrain les obligèrent à renoncer. Vers 22 heures, ils redescendirent en ville pour donner l'alerte aux gendarmes. La brigade de gendarmerie de Château-Chinon fut immédiatement mobilisée. L'adjudant-chef Bernard Morlaix, responsable de l'unité, connaissait personnellement plusieurs des familles concernées. Face à la gravité de la situation, il décida de ne pas attendre le lendemain matin pour commencer les recherches. Dès 23 heures, une première équipe de 8 gendarmes équipés de lampes torches puissantes se rendit sur les lieux pour effectuer un examen préliminaire. L'inspection nocturne du campement confirma les observations des parents. Tout indiquait un départ précipité mais sans signe de violence ou de lutte. Les affaires personnelles des garçons étaient mélangées et partiellement éparpillées, comme si chacun avait rapidement récupéré quelques objets avant de partir. Curieusement, les sacs de couchage et la plupart des provisions étaient restés sur place, ce qui excluait l'hypothèse d'un départ planifié pour une randonnée prolongée. Le lendemain matin, lundi 16 septembre, les recherches s'intensifièrent considérablement. 50 gendarmes et pompiers de la région furent mobilisés, appuyés par 2 maîtres-chiens spécialisés dans la recherche de personnes disparues. L'hélicoptère de la gendarmerie de Dijon effectua plusieurs survols de la zone, photographiant méthodiquement chaque secteur susceptible d'abriter les disparus. Parallèlement, une enquête approfondie commença sur les derniers mouvements du groupe. Les gendarmes interrogèrent tous les témoins potentiels, promeneurs, chasseurs, habitants des fermes isolées situées en lisière de forêt. Ils reconstituèrent minutieusement l'emploi du temps du vendredi et du samedi, cherchant à identifier le moment précis où quelque chose avait mal tourné. Une découverte importante fut faite le mardi matin. La Renault Clio de Jan Kergoat fut retrouvée garée sur un chemin forestier situé à environ 6 km au nord-ouest de la clairière des Trois Chênes. Le véhicule était fermé à clé et ne présentait aucun signe d'effraction ou de violence. À l'intérieur, les gendarmes trouvèrent le portefeuille de Yann avec ses papiers d'identité et 120 francs en liquide, ainsi qu'une carte routière de la région et son carnet d'adresses personnel. Plus intriguant encore, une carte topographique de l'Institut géographique national était restée ouverte sur le siège passager. Plusieurs itinéraires y étaient tracés au crayon, correspondant apparemment au parcours d'orientation prévu pour le week-end. Mais un tracé particulier, dessiné à l'encre rouge, sortait des sentiers habituels pour s'enfoncer dans une zone particulièrement dense et difficile d'accès. Cette carte allait orienter les recherches vers le secteur du bois de Prévert, une partie sauvage de la forêt où les sentiers étaient rares et mal entretenus. C'était un terrain accidenté, parsemé de ravins et de zones marécageuses, réputés dangereux même pour les randonneurs expérimentés. Aucune activité scout n'y avait jamais été organisée auparavant. Les équipes de recherche concentrèrent donc leurs efforts sur cette zone, bâtissant méthodiquement chaque parcelle de terrain. Ils découvrirent quelques indices troublants. Des traces de pas récentes sur un sentier boueux, des branches cassées à hauteur d'homme, des mégots de cigarettes qui semblaient dater de quelques jours. Mais aucun de ces éléments ne permettait de confirmer le passage du groupe d'éclaireurs. Le mystère s'épaississait d'heure en heure. Comment 6 personnes pouvaient-elles disparaître sans laisser de traces dans une forêt relativement petite et bien délimitée? Pourquoi Jan Kergoat avait-il apparemment modifié le programme prévu sans en informer les parents? Et surtout, que s'était-il passé pour que le groupe abandonne précipitamment son campement et s'enfonce dans la partie la plus inhospitalière de la forêt? Les premières semaines qui suivirent la disparition transformèrent profondément la communauté de Château-Chinon. Cette petite ville tranquille, où les crimes graves étaient exceptionnels, se retrouvait brutalement confrontée à un mystère qui dépassait l'entendement de ses habitants.
Les recherches officielles se poursuivirent pendant 3 semaines complètes, mobilisant progressivement des moyens considérables. L'enquête fut confiée au commandant Jean-Claude Meunier, un officier expérimenté de la gendarmerie de Nevers, qui avait déjà traité plusieurs affaires de disparition inquiétantes. Méthodique et patient, il organisa les recherches selon un plan rigoureux, divisant la forêt du Morvan en secteurs de recherche numérotés. Chaque zone fut battue au moins 3 fois par des équipes différentes, selon des méthodes complémentaires. Plus de 200 bénévoles se joignirent aux recherches officielles. Agriculteurs, commerçants, retraités, ils connaissaient la région comme leur poche et acceptèrent de consacrer leur week-end à parcourir les moindres recoins de la forêt. Certains amenèrent leurs chiens de chasse, espérant que leurs animaux détecteraient des odeurs que les maîtres chiens professionnels auraient pu manquer. Les familles vécurent ces journées dans une angoisse indescriptible. Chaque matin apportait l'espoir d'une découverte. Chaque soir s'achevait sur une nouvelle déception. Les mères se relayaient pour préparer des thermos de café et des sandwichs pour les équipes de recherche, trouvant dans cette activité un exutoire à leur sentiment d'impuissance. Madame Grandin, institutrice à l'école primaire de Château-Chinon, ne put reprendre son travail pendant 15 jours. Elle passait ses journées au poste de commandement improvisé à la mairie, scrutant les cartes et interrogeant chaque sauveteur qui revenait de mission. Son mari, pharmacien respecté de la commune, ferma officieusement son officine plusieurs après-midi pour participer personnellement aux battues. La famille Durand vivait un calvaire particulier. En tant que maire adjoint, M. Durand se trouvait en première ligne pour coordonner les recherches et communiquer avec les médias qui commençaient à s'intéresser à l'affaire. Il devait faire bonne figure devant les journalistes tout en cachant sa propre détresse de père. Sa femme Marie-Claire sombra rapidement dans une dépression qui nécessita un suivi médical. Les parents de Julien Marteau réagirent différemment. Habitués au dur labeur de la terre, ils canalisèrent leur énergie dans l'action concrète. Monsieur Marteau organisa des équipes d'agriculteurs locaux qui sillonnèrent méthodiquement tous les chemins de terre et les lisières de parcelles. Il connaissait chaque propriétaire foncier du canton et obtint l'autorisation de fouiller des terrains privés habituellement interdits d'accès. Antoine Girard était le fils unique de ses parents, tous deux enseignants. Son père, professeur d'histoire au collège de Château-Chinon, se plongea compulsivement dans les archives locales, cherchant d'éventuels précédents de disparition dans la région. Il découvrit ainsi que plusieurs personnes avaient effectivement disparu dans la forêt du Morvan au cours du siècle, mais toujours de manière isolée et généralement expliquée par des accidents ou des fugues. La mère de Lucas Bertin, femme courageuse habituée aux difficultés de la vie, surprit tout le monde par sa détermination. Malgré sa situation financière modeste, elle prit un congé sans solde pour participer quotidiennement aux recherches. Elle apprit à lire les cartes topographiques et devint rapidement l'une des bénévoles les plus efficaces, capable de repérer les moindres anomalies du terrain. Au bout de 3 semaines, le commandant Meunier dut prendre une décision difficile. Les recherches officielles ne pouvaient pas se poursuivre indéfiniment sans résultat, et d'autres affaires réclamaient l'attention de ses équipes. Le 7 octobre 1997, il annonça officiellement la suspension des opérations de grande envergure, tout en maintenant l'enquête ouverte et en promettant de suivre immédiatement toute nouvelle piste. Cette annonce provoqua un choc terrible dans les familles. Pour la première fois depuis la disparition, elles se retrouvaient face à la réalité. Leurs enfants pourraient ne jamais revenir. Certains parents refusèrent d'accepter cette décision et continuèrent les recherches de manière privée, financées par une cagnotte constituée grâce à la solidarité locale. L'automne et l'hiver 1997 furent particulièrement difficiles. Les premières neiges recouvrirent la forêt en novembre, rendant impossible toute recherche approfondie jusqu'au printemps suivant. Cette période d'attente forcée fut éprouvante pour les familles, qui oscillaient entre l'espoir que leurs enfants aient trouvé un abri pour passer l'hiver et la crainte qu'ils ne survivent pas aux conditions climatiques rigoureuses du Morvan. L'affaire attira l'attention des médias nationaux à partir de décembre.
Le journal de France 2 consacra un reportage de 8 minutes à la disparition, présentant les témoignages poignants des familles et les images aériennes de la forêt enneigée. Cette exposition médiatique généra de nombreux témoignages de téléspectateurs qui croyaient avoir aperçu les disparus dans différentes régions de France. Chaque signalement donnait lieu à une vérification minutieuse. Les gendarmes se déplacèrent ainsi à Lyon, Marseille, Strasbourg et même Bruxelles pour interroger des témoins qui affirmaient avoir reconnu l'un des jeunes. Ces pistes se révélèrent systématiquement infructueuses, alimentant la frustration des enquêteurs et l'amertume des familles. Le printemps 1998 permit de reprendre les recherches de terrain. Plusieurs associations de bénévoles s'étaient constituées pendant l'hiver, rassemblant des personnes venues de toute la Bourgogne pour aider les familles. Ces recherches civiles, moins organisées mais plus flexibles que les opérations officielles, explorèrent des zones qui avaient pu être négligées lors des premières battues. Une théorie commença à prendre forme dans l'esprit du commandant Meunier. Et si les 6 disparus avaient quitté volontairement la région? Cette hypothèse, initialement écartée en raison du jeune âge des victimes, retrouvait une certaine crédibilité au fil des mois. Jan Kergoat était majeur et suffisamment charismatique pour convaincre les adolescents de le suivre dans une aventure qui avait mal tourné. Cette piste fut explorée méthodiquement. Les enquêteurs éplucha les relevés bancaires de Jan Kergoat, contactèrent ses anciens camarades d'études à Nancy, interrogèrent sa famille en Bretagne. Ils découvrirent qu'il traversait une période difficile, ayant rompu récemment avec sa petite amie et s'interrogeant sur son orientation professionnelle. Plusieurs témoins confirmèrent qu'il semblait préoccupé et distant dans les semaines précédant la disparition. Mais cette théorie comportait des failles importantes. Pourquoi Jan aurait-il abandonné sa voiture dans la forêt? Comment 6 personnes auraient-elles pu quitter la région sans être vues, dans une zone où les transports en commun étaient quasi inexistants? Et surtout, pourquoi aucun des jeunes n'avait-il donné signe de vie à sa famille, même indirectement? L'année 1999 marqua un tournant psychologique pour les familles. 2 ans après la disparition, l'espoir de retrouver les disparus vivants s'amenuisait considérablement. Certains parents commencèrent discrètement à envisager des procédures de déclaration judiciaire de décès nécessaires pour régler les questions administratives et successorales. Cette période vit naître les premières tensions au sein du groupe des familles. Tous ne réagissaient pas de la même manière à l'épreuve du temps. Certains, comme les parents de Mathieu Grandin, s'accrochaient obstinément à l'espoir et reprochaient aux autres leur abandon. D'autres, plus pragmatiques, estimaient qu'il fallait tourner la page et cesser de vivre dans l'attente. Le commandant Meunier fut muté à Mâcon en septembre 1999, remplacé par le capitaine Sylvain Roche, plus jeune et moins familier du dossier. Cette transition marqua de facto la fin de l'enquête active. Le nouveau responsable, déjà surchargé par les affaires courantes, ne consacra plus qu'un temps marginal au mystère de Château-Chinon. Les années 2000 virent l'affaire sombrer progressivement dans l'oubli médiatique. Seules les familles et la communauté locale continuaient à porter cette blessure. Chaque anniversaire de la disparition donnait lieu à une petite cérémonie discrète à la clairière des Trois Chênes, où les parents venaient déposer des fleurs et se recueillir quelques instants. La région elle-même porta les stigmates de cette tragédie. La fréquentation touristique de la forêt du Morvan diminua sensiblement, les visiteurs étant dissuadés par la réputation sinistre qu'avait acquise le lieu. Les activités de plein air organisées pour les jeunes devinrent plus rares, les parents étant naturellement plus réticents à laisser leurs enfants partir en camp. Progressivement, de nouvelles théories émergèrent parmi la population locale. Certains évoquaient un accident collectif dans une grotte ou un puits naturel, dont l'entrée aurait été masquée par un éboulement. D'autres parlaient d'une agression commise par des marginaux vivant dans la forêt, hypothèse qui ne reposait sur aucun élément concret, mais correspondait aux peurs ancestrales liées aux espaces sauvages.
Une rumeur persistante faisait état d'un trafic de drogue utilisant la forêt comme base arrière. Selon cette version, les éclaireurs auraient été les témoins involontaires d'une transaction et auraient été éliminés pour préserver le secret. Cette théorie séduisait certains habitants car elle donnait un sens logique à la disparition. Mais les enquêteurs n'avaient jamais trouvé le moindre indice d'activité criminelle organisée dans la région. En 2003, soit 6 ans après les faits, un rebondissement inattendu relança momentanément l'intérêt pour l'affaire. Un randonneur découvrit dans un ruisseau des fragments de tissu bleu qui correspondaient aux uniformes portés par les éclaireurs. Cette trouvaille, située à 15 km au sud de la clairière des Trois Chênes, suggérait que le groupe avait pu s'éloigner beaucoup plus que prévu de son campement. Les analyses textiles confirmèrent l'origine probable des fragments, mais leur état de dégradation ne permettait aucune conclusion sur les circonstances de leur présence dans le ruisseau. L'espoir renaît brièvement chez les familles, qui financèrent de nouvelles recherches dans ce secteur. Mais une fois encore, aucun autre indice ne fut découvert. Cette découverte eut néanmoins un effet positif. Elle prouva que l'enquête n'était pas totalement oubliée des autorités. Le capitaine Roche réouvrit officiellement le dossier et organisa de nouveaux interrogatoires, en espérant que le temps écoulé aurait pu délier certaines langues. Mais les témoins n'avaient rien de nouveau à apporter, et leurs souvenirs s'étaient même parfois déformés avec les années. L'affaire retomba donc dans la routine administrative. Le dossier, désormais épais de plusieurs centaines de pages, dormait dans les archives de la gendarmerie, consulté seulement lors des rares signalements de témoins occasionnels. Les familles s'étaient progressivement résignées à ne jamais connaître la vérité sur le sort de leurs enfants. C'est dans ce contexte d'oubli relatif que survint, en septembre 2008, 11 ans jour pour jour après la disparition, l'événement qui allait enfin éclairer ce mystère de façon dramatique et inattendue. Le matin du 15 septembre 2008, Laurent Cheminal, 42 ans, conducteur d'engin forestier depuis 15 ans, arriva comme chaque lundi sur son chantier du bois de Prévert. Cette zone, située à environ 12 km au nord de Château-Chinon, faisait l'objet d'une exploitation contrôlée dans le cadre de la gestion durable de la forêt domaniale du Morvan. Laurent travaillait pour l'entreprise forestière de Bourgogne, une société familiale établie à Autun qui gérait plusieurs chantiers dans la région. Expérimenté et consciencieux, il était souvent envoyé en éclaireur pour préparer les zones de coupe et évaluer les difficultés techniques. Ce lundi-là, sa mission consistait à tracer les pistes d'accès pour les gros engins qui devaient intervenir la semaine suivante. Le secteur assigné à Laurent présentait des particularités géologiques intéressantes. Le terrain, vallonné et parsemé d'affleurements rocheux, nécessitait une approche prudente pour éviter d'endommager les sols. De plus, la présence de plusieurs sources naturelles imposait de respecter des zones de protection autour des points d'eau. Vers 10h30, Laurent manœuvrait son tracteur forestier équipé d'un treuil pour déplacer un arbre abattu la semaine précédente. L'arbre, un chêne centenaire de près de 30 mètres de hauteur, s'était effondré de manière inattendue lors d'un orage, bloquant partiellement un sentier de débardage. Sa chute avait créé un enchevêtrement complexe de branches et soulevé une importante motte de terre au niveau des racines. C'est en tentant de dégager ce tronc que Laurent remarqua quelque chose d'anormal. L'arrachement des racines avait mis au jour une cavité artificielle, soigneusement maçonnée avec des pierres plates. Cette découverte l'intrigua immédiatement, car rien dans la végétation environnante ne suggérait la présence d'anciennes constructions. Laurent arrêta immédiatement son moteur et descendit de son engin pour examiner la découverte de plus près. La cavité, d'environ 1 mètre carré et 60 cm de profondeur, était manifestement d'origine humaine. Les pierres étaient assemblées avec soin, et les interstices avaient été colmatés avec un mortier de chaux qui avait résisté aux décennies. Au fond de cette cache se trouvait un objet rectangulaire enveloppé dans une bâche goudronnée.
Conscient qu'il venait peut-être de faire une découverte importante, Laurent ne toucha à rien et prit plusieurs photographies avec son téléphone portable. Il contacta immédiatement son chef d'équipe, Didier Moulin, pour lui faire part de sa trouvaille. Celui-ci lui demanda de sécuriser les lieux et de ne laisser approcher personne en attendant les instructions. Didier Moulin connaissait suffisamment la région pour soupçonner qu'il s'agissait peut-être d'une cache datant de la Seconde Guerre mondiale. De telles découvertes n'étaient pas exceptionnelles dans le Morvan, et la procédure habituelle consistait à prévenir immédiatement la gendarmerie. Il téléphona donc à la brigade de Château-Chinon vers 11h15. L'adjudant-chef Patrick Jolivet, qui avait pris la succession de Bernard Morlaix quelques années plus tôt, se rendit sur place, accompagné du gendarme Thierry Besnard. Ils arrivèrent sur le chantier vers midi et examinèrent attentivement la découverte. L'aspect de la cache et le type de construction leur confirmèrent qu'ils étaient probablement en présence d'une cache de la Résistance. Avec d'infinies précautions, les gendarmes extirpèrent l'objet emballé de son refuge. Il s'agissait effectivement d'un coffre métallique de dimension moyenne, pesant environ 15 kg. La bâche qui l'enveloppait, bien que dégradée par endroits, avait efficacement protégé le métal de la corrosion. Le coffre lui-même était en excellent état de conservation. Face à l'importance potentielle de cette découverte, l'adjudant-chef Jolivet décida de ne pas ouvrir le coffre sur place. Il le fit transporter au bureau de la gendarmerie, où l'ouverture pourrait se faire dans de meilleures conditions, en présence de témoins officiels et avec un équipement d'enregistrement approprié. L'ouverture eut lieu le même jour à 16h, en présence du capitaine Roche, spécialement déplacé de Nevers, de l'adjudant-chef Jolivet, du maire de Château-Chinon Claude Milon et d'un représentant des services d'archives départementales. Cette procédure multicollégiale était habituelle pour les découvertes d'objets historiques susceptibles d'avoir une valeur patrimoniale. Le couvercle, bien qu'un peu grippé, s'ouvrit sans difficulté particulière. Le contenu du coffre laissa immédiatement les témoins perplexes car il ne correspondait pas du tout à ce qu'ils attendaient d'une cache de la Résistance. Au lieu d'armes ou de documents historiques, ils découvrirent 5 uniformes, d'éclaireurs soigneusement pliés, une carte topographique récente de la région et plusieurs objets personnels manifestement contemporains. Le capitaine Roche reconnut immédiatement les uniformes du groupe d'éclaireurs de Château-Chinon. Bien que fanés par le temps, ils portaient encore les insignes caractéristiques et les numéros d'identification cousus par les parents. Cette découverte le ramena brutalement 11 ans en arrière, à cette affaire non résolue qui avait marqué le début de sa carrière dans la région. Mais l'élément le plus troublant était une lettre manuscrite placée au-dessus des uniformes. L'enveloppe, en papier ordinaire, portait cette mention rédigée d'une écriture d'adolescent. « À ceux qui nous trouveront ». L'encre avait légèrement bavé, mais restait parfaitement lisible. À l'intérieur, plusieurs feuillets couverts de la même écriture relataient des événements qui allaient révolutionner la compréhension de cette disparition mystérieuse. La lecture de cette lettre posthume plongea les responsables de l'enquête dans un état de choc profond. Le document, rédigé de la main de Mathieu Grandin, comme l'attesta plus tard l'expertise graphologique, racontait une histoire à peine croyable, qui éclairait d'un jour nouveau les événements de septembre 1997. Selon ce témoignage bouleversant, le groupe d'éclaireurs était effectivement parti en randonnée d'orientation le samedi matin, suivant le programme prévu par Jan Kergoat. Tout s'était déroulé normalement jusque vers 13h, moment où ils avaient fait une pause déjeuner près d'un ancien bunker allemand, partiellement enfoui. C'est là que les événements avaient basculé dans le tragique. Curieux de nature et passionné d'histoire, Antoine Girard avait voulu explorer l'intérieur du bunker malgré les réticences de Jan Kergoat, qui jugeait cette activité trop dangereuse. En se faufilant par une ouverture partiellement obstruée, le jeune homme avait découvert que la construction militaire dissimulait l'entrée d'une grotte naturelle beaucoup plus vaste. Cette grotte, parfaitement sèche et d'accès facile, avait manifestement servi de dépôt d'armes et de munitions pendant la guerre. Les résistants l'avaient aménagée avec soin.
installant des étagères en bois et des bâches pour protéger le matériel de l'humidité. Plus de 50 ans après la fin du conflit, l'arsenal était toujours là. Fusils, pistolets, mitrailleurs, grenades, explosifs et plusieurs milliers de cartouches. La découverte avait enthousiasmé les jeunes gens qui y voyaient le trésor historique du siècle. Jan Kergoat, plus réfléchi, avait immédiatement compris les implications légales de cette trouvaille. En France, la détention d'armes de guerre était strictement réglementée et même les découvertes fortuites devaient être immédiatement déclarées aux autorités. Mais les adolescents, grisés par leur découverte, avaient supplié leur instructeur de garder le secret au moins temporairement. Ils rêvaient d'explorer méthodiquement la cache, de photographier chaque objet, de constituer un dossier complet avant de contacter les services compétents. Antoine Girard, fort de ses connaissances historiques, affirmait que cette découverte pourrait faire l'objet d'un mémoire de recherche exceptionnel. Jan Kergoat avait fini par céder aux arguments des jeunes, tout en posant des conditions strictes. Il passerait seulement quelques heures à inventorier la découverte, puis redescendrait au campement pour la nuit. Le dimanche matin, ils contacteraient officiellement les autorités en présentant leur travail de documentation comme une contribution à l'histoire locale. Ce plan raisonnable avait été bouleversé par l'arrivée impromptue de 3 hommes adultes vers 15 heures. Ces individus, que Mathieu Grandin décrivait comme des chasseurs de trésors professionnels, étaient manifestement à la recherche de la cache depuis longtemps. Ils possédaient des cartes anciennes, des détecteurs de métaux sophistiqués et une connaissance approfondie de l'histoire de la résistance locale. L'attitude de ces hommes s'était immédiatement durcie quand ils avaient découvert la présence des éclaireurs dans leur grotte. Le plus âgé du groupe, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux gris, avait expliqué sans détour que cette cache leur appartenait de droit. Son père avait été résistant et lui avait légué avant sa mort l'emplacement secret de plusieurs dépôts d'armes. Selon ses dires, il recherchait cette cache particulière depuis plus de 20 ans, utilisant les indications imprécises laissées par son père. Il avait investi des sommes considérables dans cette quête, faisant appel à des spécialistes et des historiens. Maintenant qu'il l'avait enfin trouvée, il n'était pas question que des gamins irresponsables viennent compromettre ses plans. Le ton était monté rapidement entre Jan Kergoat et le chasseur de trésors. L'instructeur avait fait valoir que la découverte était fortuite et que les lois françaises ne reconnaissaient aucun droit de propriété sur les arsenaux abandonnés de la guerre. De plus, la sécurité des adolescents passait avant toute considération mercantile, et il était hors de question qu'ils participent à une activité potentiellement illégale. La situation s'était alors envenimée de façon dramatique. Les 3 hommes avaient sorti des armes à feu, contraignant le groupe d'éclaireurs à rester dans la grotte pendant qu'ils chargeaient méthodiquement le matériel militaire dans leur véhicule. Cette opération avait duré plusieurs heures, les pillards travaillant avec une efficacité qui trahissait une longue expérience. Mathieu Grandin rapportait dans sa lettre les bribes de conversation qu'il avait pu saisir entre les 3 hommes. Il était question d'un réseau international de collectionneurs d'armes historiques, de sommes considérables échangées au marché noir, de complicité dans les services officiels. Ces révélations suggéraient une organisation criminelle beaucoup plus vaste qu'un simple pillage opportuniste. Vers 20 heures, quand l'évacuation de la cache fut terminée, les 3 hommes se trouvèrent confrontés à un dilemme majeur. Ils ne pouvaient pas laisser repartir les témoins de leurs activités illégales, mais ils ne pouvaient pas non plus les retenir indéfiniment sans éveiller les soupçons. La disparition de 6 personnes déclencherait automatiquement des recherches qui finiraient par menacer leur organisation. Le chef du groupe avait alors pris une décision terrible. Pour protéger leurs secrets et éviter les poursuites judiciaires, ils allaient éliminer les témoins gênants. Cette annonce avait semé la panique parmi les éclaireurs qui réalisaient soudain qu'ils étaient tombés dans un piège mortel. C'est à ce moment que Jan Kergoat avait tenté une manœuvre désespérée pour sauver ses protégés. Profitant d'un moment d'inattention de leur gardien, il avait bondi vers la sortie de la grotte en criant aux adolescents de s'enfuir dans toutes les directions.
Cette diversion héroïque avait permis à 3 des jeunes de s'échapper momentanément dans la forêt environnante. Mais les chasseurs de trésors, équipés de lampes puissantes et parfaitement organisés, avaient rapidement rattrapé les fuyards. La traque avait duré une bonne partie de la nuit, dans un jeu de cache-cache mortel à travers les sous-bois. Un à un, les adolescents épuisés avaient été capturés et ramenés vers la grotte. La lettre de Mathieu Grandin s'interrompait brusquement sur ces mots terrifiants. « Ils nous ont eus tous. Yann nous a dit de cacher nos uniformes et d'écrire ce qui s'est passé au cas où quelqu'un nous retrouverait un jour. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous faire, mais j'ai peur qu'on ne rentre jamais à la maison. Dites à nos parents qu'on les aime et qu'on n'a rien fait de mal. » Cette lettre posthume soulevait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Si le témoignage de Mathieu était véridique, que s'était-il passé après l'arrestation du groupe? Où étaient les corps des victimes? Qui étaient ces mystérieux chasseurs de trésors? Et comment les identifier 11 ans après les faits? Le capitaine Roche comprit immédiatement qu'il se trouvait face à une affaire criminelle d'une gravité exceptionnelle. 6 meurtres commis par une organisation spécialisée dans le trafic d'armes historiques, cela dépassait largement les compétences d'une brigade de gendarmerie départementale. Il contacta immédiatement ses supérieurs hiérarchiques pour demander le dessaisissement du dossier au profit d'une unité spécialisée. Pendant ce temps, la nouvelle de la découverte du coffre se répandait dans Château-Chinon comme une traînée de poudre. Les familles des disparus furent officiellement informées le soir même par les gendarmes, mais les rumeurs avaient déjà alimenté toutes les conversations de l'après-midi. Pour la première fois depuis 11 ans, ils allaient enfin connaître la vérité sur le sort de leurs enfants. Le dossier fut immédiatement transmis à la section de recherche de Dijon, une unité d'élite de la gendarmerie spécialisée dans les affaires criminelles complexes. Le colonel Michel Breton, officier expérimenté de 52 ans, prit personnellement en charge cette enquête qui présentait des ramifications potentiellement internationales. La première priorité consistait à authentifier la lettre de Mathieu Grandin. L'expertise graphologique, confiée au laboratoire de police scientifique de Lyon, confirma sans aucun doute possible que l'écriture correspondait aux échantillons conservés par la famille. L'analyse de l'encre et du papier révéla que la rédaction datait effectivement de septembre 1997, excluant toute supercherie ultérieure. Fort de cette confirmation, le colonel Breton organisa une reconstitution méticuleuse des événements décrits dans la lettre. Une équipe de techniciens en identification criminelle se rendit dans le secteur du bois de Prévert pour localiser la grotte mentionnée par Mathieu Grandin. Cette recherche, guidée par les indications topographiques contenues dans la lettre, aboutit rapidement à la découverte d'un bunker allemand partiellement dissimulé par la végétation. L'exploration de cette position militaire révéla effectivement l'entrée d'une cavité naturelle, correspondant exactement à la description des éclaireurs. La grotte, d'une superficie d'environ 50 mètres carrés, portait les traces manifestes d'un aménagement ancien. Des étagères rudimentaires en bois pourri, des fragments de bâches militaires et des débris métalliques confirmaient qu'elle avait servi de dépôt pendant la guerre. Plus important encore, les enquêteurs découvrirent, sur le sol de la grotte, plusieurs douilles de cartouches de calibre 9 mm Parabellum. L'expertise balistique établit que ces douilles étaient récentes, probablement tirées dans les années 90. Cette découverte macabre confirmait que des coups de feu avaient bien été tirés dans la grotte, donnant une crédibilité supplémentaire au témoignage de Mathieu Grandin. L'enquête prit alors une dimension nouvelle avec l'intervention d'Interpol et des services de renseignement français. Le trafic d'armes historiques était un marché lucratif qui intéressait depuis longtemps les autorités européennes. Des réseaux organisés pillaient systématiquement les sites historiques pour alimenter des collectionneurs privés, prêts à payer des sommes considérables pour des pièces authentiques. Le profil des chasseurs de trésors, décrit par Mathieu Grandin, correspondait parfaitement aux modes opératoires connus de ces organisations criminelles. Elles employaient souvent d'anciens militaires ou des spécialistes de l'histoire militaire, capables d'identifier et de localiser les caches abandonnées. Ces hommes,
rompus aux techniques de recherche et bien équipés, opéraient généralement en petites équipes autonomes. L'analyse des archives de la résistance locale permit d'identifier plusieurs dépôts d'armes qui n'avaient jamais été récupérés après la guerre. Les services historiques du ministère de la Défense conservaient des documents partiels sur ces caches, mais beaucoup d'informations étaient restées dans la mémoire orale des familles de résistants. Cette piste orienta les enquêteurs vers les descendants des anciens maquisards du Morvan. Une découverte capitale fut réalisée en interrogeant Madame Jeanne Roussillon, 86 ans, veuve d'un résistant de la première heure. Son mari, décédé en 1995, lui avait confié avant sa mort l'emplacement de 3 caches d'armes qu'il n'avait jamais révélées aux autorités. Selon elle, un homme s'était présenté chez elle en 1996, prétendant être historien et sollicitant des informations sur les activités de résistance de son époux. Cet individu, qu'elle décrivait comme un homme d'une 60aine d'années aux cheveux gris, correspondait étrangement au portrait du chef des chasseurs de trésors dressé par Mathieu Grandin. Troublée par ses questions insistantes et ses connaissances techniques précises, Madame Roussillon avait refusé de lui communiquer les informations demandées. Mais l'homme avait insisté, revenant plusieurs fois et proposant même de l'argent en échange de sa collaboration. Cette piste conduisit les enquêteurs à reconstituer les activités de cet mystérieux personnage dans la région. Ils découvrirent qu'il avait contacté plusieurs familles d'anciens résistants entre 1995 et 1997, se présentant tantôt comme historien, tantôt comme documentariste, parfois comme représentant d'un musée de la résistance. Son mode opératoire était toujours le même. Il commençait par des questions générales sur l'histoire familiale, puis orientait progressivement la conversation vers les détails techniques des activités clandestines. Il s'intéressait particulièrement aux emplacements de caches, aux types d'armements stockés et aux moyens d'accès au site. Plusieurs témoins se souvenaient de sa connaissance approfondie du matériel militaire de l'époque. L'enquête révéla qu'il utilisait plusieurs identités. Tantôt il se présentait sous le nom de Pierre Mallet, docteur en histoire à l'université de Dijon, tantôt comme Jean-Claude Renard, journaliste spécialisé dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ces identités étaient suffisamment crédibles pour rassurer ses interlocuteurs, mais les vérifications ultérieures établirent qu'elles étaient entièrement fictives. La percée décisive survint grâce au témoignage de M. André Molina, ancien garagiste de Château-Chinon à la retraite. En septembre 1997, il avait effectué la réparation d'urgence d'un véhicule tout-terrain pour 3 hommes qu'il ne connaissait pas. Ses clients, qui semblaient pressés, avaient payé en liquide et refusé de laisser leurs coordonnées pour la facture. Ce qui avait marqué M. Molina, c'était l'équipement visible dans leur véhicule. Détecteurs de métaux, pelles, cordes, matériel de camping professionnel. Il avait également remarqué plusieurs cartes de la région étalées sur les sièges, annotées au crayon rouge. Ces détails, insignifiants sur le moment, prenaient une importance capitale 11 ans plus tard. Plus troublant encore, M. Molina se souvenait que ces hommes étaient revenus quelques jours plus tard, pour faire nettoyer l'intérieur de leur véhicule. Le nettoyage avait été particulièrement minutieux, avec insistance sur l'élimination de toute trace de terre ou de végétation. Le garagiste avait trouvé ce comportement étrange, mais n'y avait pas accordé d'importance particulière. Ces éléments orientèrent l'enquête vers la recherche des corps des victimes. Si les assassins avaient pris soin de faire nettoyer leur véhicule, c'était probablement pour éliminer des indices compromettants liés au transport des corps. Les enquêteurs organisèrent donc des recherches systématiques dans les zones accessibles en véhicules tout-terrain depuis la grotte. Cette phase de l'enquête mobilisa des moyens considérables. Chiens spécialisés dans la recherche de restes humains, géoradars capables de détecter les anomalies du sous-sol, équipe de spéléologues pour explorer les cavités naturelles. Les recherches se concentrèrent sur un rayon de 20 km autour de la grotte, en privilégiant les zones isolées et difficiles d'accès. C'est finalement un berger, Albert Meunier, qui fournit l'indice déterminant.
En octobre 2008, soit un mois après la découverte du coffre, il signala aux gendarmes qu'il avait trouvé des ossements humains dans une grotte située sur les hauteurs du mont Beuvray, à environ 25 km au sud-est de Château-Chinon. L'examen de ces restes par les médecins légistes confirma qu'il s'agissait bien des corps des 6 disparus. L'état de conservation, cohérent avec une inhumation datant d'une dizaine d'années et la présence d'objets personnels identifiables, ne laissait aucun doute sur l'identité des victimes. Les analyses anthropologiques révélèrent que tous étaient morts par balles, touchés à bout portant par des projectiles de calibre 9 mm. Cette découverte macabre confirmait définitivement le récit de Mathieu Grandin. Les enquêteurs reconstituèrent alors le déroulement probable des événements. Après avoir capturé les fuyards, les chasseurs de trésors avaient exécuté leurs victimes dans la grotte, puis transporté les corps jusqu'à cette sépulture improvisée pour effacer les traces de leurs crimes. Le choix de cette cache montrait une connaissance approfondie de la région et de ses particularités géologiques. La grotte du mont Beuvray, située dans une zone très peu fréquentée et difficile d'accès, constituait une cachette idéale pour dissimuler définitivement les preuves du massacre. Sans la découverte fortuite du coffre, les corps n'auraient probablement jamais été retrouvés. L'identification des coupables s'avéra plus complexe que prévu. Malgré les témoignages recueillis et les indices matériels, les enquêteurs se heurtaient à l'absence de données précises sur l'identité réelle des 3 hommes. Leurs fausses identités avaient été parfaitement construites, et ils avaient manifestement pris toutes les précautions pour ne laisser aucune trace exploitable. La solution vint d'une source inattendue, la coopération internationale. En novembre 2008, Interpol signala qu'une enquête similaire était en cours en Allemagne. Des chercheurs de trésors avaient pillé plusieurs sites historiques de la région de la Forêt-Noire, utilisant des méthodes identiques à celles observées dans le Morvan. Les autorités allemandes possédaient des éléments d'identification sur cette organisation criminelle. Le rapprochement des dossiers révéla l'existence d'un réseau européen de trafiquants d'armes historiques dirigé par Hans Gerber, ancien sous-officier de la Bundeswehr, reconverti dans le commerce d'antiquités militaires. Cet homme de 63 ans, correspondant parfaitement à la description donnée par les témoins du Morvan, était recherché par plusieurs pays pour des faits similaires. Gerber opérait avec 2 complices permanents, Klaus Weber, spécialiste en détection métallique et ancien démineur, et Franz Richter, expert en histoire militaire et parfait francophone, capable de se faire passer pour un chercheur français. Cette équipe rodée avait déjà pillé des dizaines de sites en France, en Belgique et aux Pays-Bas, écoulant leur butin auprès de collectionneurs privés américains et japonais. L'arrestation de Hans Gerber eut lieu en février 2009 à Prague, où il tentait de vendre une collection d'armes de la Wehrmacht à un acheteur tchèque. L'intervention simultanée des polices allemandes et tchèques permit de démanteler une partie importante du réseau et de saisir un stock considérable d'armements historiques. Confronté aux preuves rassemblées par les enquêteurs français, Gerber finit par avouer sa responsabilité dans le massacre de Château-Chinon. Selon ses déclarations, l'élimination des témoins n'était pas prévue initialement. L'équipe espérait pouvoir intimider les jeunes gens et leur faire jurer le silence sur leur découverte. Mais la résistance de Jan Kergoat et sa menace de contacter immédiatement les autorités avaient changé la donne. Gerber avait alors pris la décision d'éliminer physiquement les témoins pour protéger son organisation. Cette décision, prise dans l'urgence et sous la pression, s'était révélée catastrophique car elle avait transformé un simple pillage en crime de sang qui allait finalement conduire à leur perte. Klaus Weber et Franz Richter furent arrêtés respectivement en Autriche et en Suisse quelques semaines plus tard. Les 3 hommes furent extradés vers la France pour y être jugés par la cour d'assises de la Nièvre. Le procès, qui eut lieu en septembre 2010, exactement 13 ans après les faits, constitua un moment de vérité difficile mais nécessaire pour les familles des victimes. Les débats révélèrent l'ampleur du trafic orchestré par cette organisation. En 15 ans d'activité,
Ils avaient pillé plus de 200 sites historiques et écoulé un matériel estimé à plusieurs millions d'euros. Leur clientèle se composait principalement de collectionneurs fortunés, souvent respectables en surface, qui ne posaient aucune question sur la provenance des pièces acquises. Le témoignage des familles constitua le moment le plus émouvant du procès. Madame Grandin, la mère de Mathieu, lut devant la cour la lettre posthume de son fils, sa voix se brisant à plusieurs reprises sur les mots d'adieu. Cette lecture provoqua une émotion considérable dans l'assistance et sembla ébranler même les accusés, jusque-là impassibles. Le verdict fut sans appel. Hans Gerber fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Ses deux complices écopèrent respectivement de 25 et 20 ans de réclusion. Le tribunal retint la qualification d'assassinat avec préméditation, soulignant la froide détermination dont avaient fait preuve les accusés pour éliminer des témoins innocents. Au-delà de la dimension judiciaire, cette affaire eut des répercussions importantes sur la protection du patrimoine historique. Les autorités françaises renforcèrent considérablement la surveillance des sites sensibles et mirent en place une coopération internationale plus étroite pour lutter contre le trafic d'antiquités militaires. Un mémorial fut érigé à la Clairière des Trois Chênes en septembre 2011, financé par une souscription publique qui témoigna de l'émotion durable suscitée par cette tragédie. 6 stèles portent les noms de Yann Kergoat, Mathieu Grandin, Julien Marteau, Antoine Girard, Lucas Bertin et Maxime Durand, rappelant leur mémoire aux promeneurs qui fréquentent encore ces lieux paisibles. La forêt du Morvan a retrouvé progressivement sa tranquillité, mais les cicatrices de cette tragédie restent présentes dans la mémoire collective. Les familles ont trouvé une forme de paix dans la vérité enfin révélée, même si aucune justice ne pourra jamais réparer la perte de leurs enfants. L'histoire de ces 6 victimes innocentes rappelle cruellement que derrière le commerce apparemment anodin des antiquités militaires se cachent parfois des réseaux criminels prêts à tout pour protéger leurs intérêts. Leur sacrifice involontaire aura au moins servi à démanteler une organisation dangereuse et à sensibiliser les autorités à ces nouveaux types de criminalité. Quant à la cache d'armes qui fut à l'origine de cette tragédie, elle a été entièrement évacuée par les services de déminage de l'armée française. Les armes et munitions récupérées, parfaitement conservées après plus de 50 ans d'enfouissement, ont été détruites selon les procédures réglementaires, mettant fin définitivement à leur potentiel de nuisance. Cette affaire tragique nous montre comment les secrets du passé peuvent ressurgir de façon dramatique et coûter la vie à des innocents. Elle révèle aussi l'importance de la patience et de la méthode dans les enquêtes criminelles, car la vérité finit toujours par émerger même après des années de mystère. La lettre posthume de Mathieu Grandin et ses camarades aura finalement permis de rendre justice à leur mémoire et de démanteler un réseau criminel international. Qu'avez-vous pensé de cette reconstitution ? Aviez-vous soupçonné dès le début que la découverte d'armes historiques était au cœur de cette tragédie? Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous si d'autres affaires de ce type vous intéressent. Si cette enquête approfondie vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains cas mystérieux. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires criminelles réelles. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle enquête.